C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon de la revue Hémicycle et Pierre Jacquemin du magazine Politis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Avec vos unes respectives cette semaine. Écoutez, moi, c'est la réalisatrice Shioro Ito qui a été nommée aux Oscars pour son documentaire. Elle a été victime de viol et elle a enquêté sur son viol d'un journaliste proche du pouvoir japonais. Et on a aussi un gros dossier sur les travailleurs sociaux qui sont en grande difficulté en ce moment. On les oublie, mais ils sont si utiles à la société pourtant. Et vous ? Et chez nous, où sont les femmes? Le vrai bilan de la parité en politique. Alors, Emmanuel Macron parle ce soir dans une allocution à 20h. Est-ce que l'heure est grave pour l'Europe et la France qui se retrouvent prises à revers par une alliance inédite entre les États-Unis et la Russie? Oui, l'heure est grave. Et évidemment, Emmanuel Macron va devoir à la fois scénariser cette nouvelle situation créée par ce renversement d'alliance ahurissant et inédit et spectaculairement rapide auquel nous assistons. Il va devoir préparer l'opinion. Alors, il nous avait déjà dit que, souvenez-vous, au moment du Covid, nous sommes en guerre. Ouais. Là, nous en sommes plus proches que jamais depuis 1945. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que depuis la dissolution, les débats politiques, tous partis confondus, ne sont pas tout à fait... je dirais, en connexion avec la situation géopolitique mondiale. On parle des retraites, on parle des congrès du PS, des Républicains, de la loi Paris-Lyon-Marseille. Il faut retrouver du sérieux. Voilà, il faut retrouver un peu de sérieux. Je pense que Emmanuel Macron va essayer de faire un peu de pédagogie vis-à-vis de l'opinion pour préparer celle-ci au fait que nous sommes, encore une fois, plus proches que jamais d'un conflit mondial depuis 1945. Et puis ensuite, il y a la question de la préparation à un possible effort peut-être pas de guerre, mais en tout cas de défense de réarmement qui va se dérouler au niveau européen, pour lequel, après 70 ans de surplace, parce que je rappelle que la communauté européenne de défense, c'était 1954, ça avait été torpillé à la fois par les communistes et les gaullistes à l'époque de Pierre Mendès France, et bien depuis, la défense européenne est un serpent de mer qui ne s'est jamais mis en route, mais là, c'est le moment ou jamais. Est-ce que, Pierre, le président va préparer les esprits justement à cet effort de réarmement, en tout cas, de guerre, je ne sais pas, c'est-à-dire sacrifier le social, en quelque sorte, pour assurer la défense? Et est-ce que c'est ça qu'il va expliquer aux Français? Je voudrais juste noter un léger paradoxe. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme un paradoxe. C'est-à-dire que cette nuit, il y a eu le grand discours de Trump devant le Congrès, devant les Républicains et la Chambre des Républicains et des Démocrates. Et on pensait qu'il allait quand même pas mal évoquer le conflit russo-ukrainien, à partir du moment où il est aussi un des éléments importants, en tout cas, de l'accélération des tensions entre la Russie, l'Ukraine, l'Europe, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre. Et qu'il a été très peu question de cette question-là. C'était une petite... Oui, très peu. Et de l'autre côté, nous, en France, justement, il y a Emmanuel Macron qui s'adresse aux Français pour ne parler que de ça. Il y a quand même quelque chose qui est... On voit bien qu'on a du mal à exister et à peser dans les négociations et dans la diplomatie internationale sur ce sujet-là. On essaye. Il y a eu le sommet à Londres qui a été important, même s'il était très vite devenu obsolète. Oui, mais lui, il est l'auteur de ce renversement. Et nous, on en est les victimes. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est très intéressant de voir comment lui, il s'est adressé aux Américains, finalement, par la Chambre par le Congrès, puisqu'il a parlé principalement de questions internes aux États-Unis, plus que de l'extérieur, alors qu'il est responsable justement de cette montée de tension et que nous, en France, effectivement, ce soir, le président va préparer, vous l'avez dit, Roselyne, préparer sans doute les esprits. Je ne sais pas de quelle manière il va préparer les esprits. C'est vrai qu'on a une habitude, c'est une allocution, donc c'est quelque chose de très solennel. Donc ça veut dire qu'effectivement, il va vouloir préparer... je pense c'est son domaine réservé aussi. Il ne faut pas oublier que depuis sa dernière allocution, qui était celle de la présentation de la dissolution, il n'est pas intervenu de cette manière aussi forte, aussi solennelle devant les Français. Donc je pense part le 31 décembre. Oui, c'est vrai, à part le 31 décembre, c'est vrai. Ça va être, je pense, oui. Il y a l'enjeu européen, parce que Ursula von der Leyen a annoncé cet effort budgétaire de 800 milliards d'euros qu'il va falloir financer, effectivement. Il faut qu'Emmanuel Macron donne des éléments là-dessus. Mais j'ai fini là-dessus, parce qu'il va falloir un point de vigilance. C'est-à-dire que je pense que les Français sont prêts à considérer que oui, il faut un effort budgétaire sur la question militaire, de défense, etc. Mais ça ne peut pas se faire au détriment d'un abandon aussi des questions qui préoccupent principalement les Français, qui est aussi la question sociale. Oui, justement. Alors, les Français sont peut-être prêts intellectuellement,
mais viscéralement, est-ce qu'ils sont prêts à ce que les économies, pour favoriser l'économie de guerre, on tape dans ce qui est le social? J'ai le sentiment qu'il y a un renversement d'alliance, un renversement de paradigme géopolitique. Je le disais au niveau européen aussi, une vraie révolution culturelle, puisque cette Europe de la défense qui patine, ou presque depuis 70 ans, sous l'effet des événements, de la même manière que sous l'effet du Covid, elle s'était regroupée pour faire face et créer un fonds pour l'achat des vaccins et faire face à la crise sanitaire. Là, il y a aussi une révolution culturelle qui s'opère, et je pense que c'est la raison pour laquelle, quand le président va préparer l'opinion, il va aussi préparer l'opinion à de nouvelles priorités. Je le disais, on est quand même en décalage des débats budgétaires sans fin, la réforme des retraites, qui sont des questions bien sûr importantes, mais qui sont aujourd'hui un petit peu déconnectées. Je pense que, d'ailleurs, le plan proposé par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, c'est quand même un dogme qui tombe. C'est-à-dire qu'on avait ce sacro-saint tabou et ce sacro-saint totem des 3%. Aujourd'hui, elle nous explique que, pour parvenir à un effort de défense, je crois qu'aujourd'hui en France, c'est à peu près 2% du PIB et 4% aux États-Unis. Pour parvenir à 3 ou à 3,5%, ce qui est l'objectif, on sortirait les dépenses militaires du calcul des fameux 3%. C'est quand même une petite révolution. Donc ça veut dire qu'en France, il y a aussi un réexamen des priorités et que les Français aussi peuvent comprendre, il s'agit en tout cas de leur faire comprendre que il faut investir aussi massivement sur l'industrie de défense européenne, qui d'ailleurs est aussi un moyen de faire pièce aux Américains, parce qu'au lieu d'acheter des F-35, au lieu d'acheter des missiles patriotes, des missiles Inmar, au lieu d'acheter des drones américains, si l'industrie européenne, ça met bien sûr des mois, pour ne pas dire des années, à se mettre en place, se développe, ça serait un moyen, effectivement, de faire un peu de rapport de force économique aussi avec les États-Unis au-delà de la question militaire. Et puis pour rebondir très rapidement sur ce que disait Pierre, c'est vrai que ce discours de Trump, il est quand même ahurissant. C'est 1h30, c'est le discours le plus long de discours sur l'état de la nation au Congrès. Et effectivement, alors que Trump est en train de mettre le feu, et d'ailleurs on en parle tous les jours sur ce plateau et sur les autres plateaux, le feu au monde, aux alliances, à l'Europe, dans le rapport au Proche-Orient, le rapport à la Russie, à l'Ukraine, à la Chine, mais il ne dit quasiment pas mot de toutes ces questions, à part peut-être qu'il va envahir, j'exagère à peine, le Groenland, le Canada et Panama. Donc il y a quand même une espèce de folie. Et d'ailleurs, il faut quand même prendre avec beaucoup de mesures ce qu'annonce ou ce qu'annonce pas Donald Trump et ses déclarations, ses chiffres et ses outrances à l'emporte-pièce. Peut-être un mot sur et on reviendra peut-être, si on a le temps, sur l'Europe d'ailleurs, mais dans la classe politique, les sceptiques font entendre leur voix, comme LFI, la France Insoumise, les communistes qui rejettent l'option d'un soutien militaire et financier à l'Ukraine, et Marine Le Pen qui déclare carrément que jamais que soutenir une défense serait chimérique, une défense européenne. La classe politique doit-elle cesser ces chicailleries et regarder la gravité de la situation, car on est rentré, on l'a dit, dans une ère nouvelle et qu'il va falloir cesser les pitreries des uns et des autres? Je ne sais pas si j'entends bien qu'il y a quand même une constante dans le discours d'une partie de la gauche, et notamment c'est vrai pour les communistes, c'est vrai pour les insoumis, parlant par exemple de la question de l'OTAN. Ça fait longtemps que Jean-Luc Mélenchon plaide pour la sortie de la France de l'OTAN. On voit bien qu'aujourd'hui l'OTAN n'est plus franchement l'outil de réalisation de la paix, ou en tout cas l'outil de ce qu'était en fait le monde tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une solidarité entre l'Occident. Donald Trump lui-même dit qu'il est prêt à se désengager progressivement de l'OTAN, compte tenu du fait que la France, l'Europe ne mettraient pas autant d'argent que l'armée des États-Unis. Donc il y a quand même quelque chose qui est très différent. D'ailleurs, la question qui se pose aujourd'hui de savoir si on est encore allié des États-Unis ou partenaire, on ne serait plus que partenaire. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est en train d'évoluer, et les positions que vous évoquez, qui sont celles de la gauche, ce sont les mêmes. Elles n'ont pas évolué. Donc la situation a évolué, et la situation est... elle a évolué, mais ce que je veux dire, elle n'évolue pas avec la situation. Elle donne pour partie raison justement à la position qui était celle de la gauche, qui était de dire c'est pas l'OTAN qu'il faut plaider, c'est plus des partenariats. On le voit bien aujourd'hui d'ailleurs. Tout ce qui est en train de se faire sous nos yeux, c'est un changement d'alliance à géométrie variable selon les conflits d'où on parle. C'est vrai, ce qu'on voit quand même aujourd'hui à travers la discussion États-Unis-Russie, c'est quand même un changement
totale de paradigme tel qu'on l'a connu aujourd'hui, enfin hier, dans les relations géopolitiques. Et vous parliez, David, tout à l'heure de la question du Groenland, du Canada ou même du Panama qui pourrait nous faire sourire. Mais quand même, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un nouvel expansionnisme. C'est-à-dire ce qui se passe avec la Russie sur l'Ukraine, et sans doute demain sur une autre partie de l'Europe, c'est la même chose que ce que Donald Trump plaide en disant il faut qu'on aille conquérir de nouveaux territoires pour assurer notre sécurité, pour assurer aussi notre indépendance économique. C'est pour le Canada, pour le Groenland. Et c'est la même chose pour M. Netanyahou en Israël. C'est-à-dire que l'alliance des trois, c'est un peu... enfin, en tout cas, on pourrait présupposer que, tu me laisses faire ce que j'ai envie de faire, de garder mes territoires sur la Cisjordanie, garder mes territoires sur l'Europe, et moi, de mon côté, vous me laissez faire sur mon territoire européen, américain. Il y a aussi ça qui se joue, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a aussi ça qui se joue. On est rentré dans une nouvelle ère de conquête de territoire pour asseoir une forme d'indépendance économique et aussi une bataille culturelle. C'est-à-dire que ce qu'il lie aussi Trump et Poutine, c'est quand même nos sociétés qui seraient des sociétés profondément décadentes. Oui, alors, vous n'avez pas répondu peut-être, alors je repose la question à vous, David, sur cette classe politique. Est-ce qu'elle peut se payer le luxe de divergence sur la gravité de la situation? Je crois qu'il y a quand même une convergence de vues, à part dans deux partis, le Rassemblement national, la France insoumise et le Parti communiste à l'extrême droite et l'extrême gauche. Je vais citer une phrase du Polonais Donald Tusk qui me semble parfaitement résumer la situation. Il nous dit, Donald Tusk, il l'a dit il y a quelques jours, vous avez un ensemble de pays de 500 millions d'habitants qui demandent la protection d'un pays de 300 millions d'habitants contre un autre pays de 140 millions d'habitants. Ça résume parfaitement, finalement, la situation. En réalité, notre seul salut, il est au niveau européen. Et vous avez deux courants politiques, le Rassemblement national et les Insoumis, qui, par avec des positionnements différents, mais quelque part avec une même absence de sens historique, eh bien, nous estiment que la bonne solution n'est pas l'Europe. Les Insoumis, pourquoi ? Parce que par anti-européisme primaire, par anti-otanisme primaire, et parce que Jean-Luc Mélenchon s'est trompé absolument sur tout ces dernières années. Il s'est trompé sur la Chine et les Ouïghours, il s'est trompé sur la Syrie, il s'est trompé bien sûr sur le conflit entre Israël et le Hamas, il s'est trompé sur la Russie, n'en parlons pas, et à tel point qu'aujourd'hui, il accuse encore l'OTAN et l'Europe, alors que, évidemment, le principal fauteur de troubles, c'est quand même, ça reste toujours Vladimir Poutine, même s'il est renforcé par le revirement des États-Unis. Et puis, à l'extrême droite, j'ai entendu quand même Monsieur Chenu, Sébastien Chenu, porte-parole du RN et vice-président du RN, il n'est plus porte-parole, nous expliquer que moquer l'annonce de l'allocution présidentielle en disant que le président allait nous expliquer que c'est la faute du vilain Poutine. Mais... C'est ces mots, le vilain Poutine, mais ça veut dire le méchant Poutine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans l'esprit du Rassemblement national, Poutine est gentil, ça veut dire que la Russie n'est pas l'agresseur dans cette histoire. On a quand même une ambiguïté, pour ne pas dire une absence de positionnement assez coupable de la part de ces deux partis qui, je crois, effectivement, vous avez raison, témoignent d'une absence totale de responsabilité par rapport à l'histoire. Et beaucoup d'historiens, on sait que l'histoire ne se répète pas et que rien n'est comparable, mais beaucoup d'historiens évoquent aussi en ce moment la montée de tension dans les années 30, et j'en ai même lu un qui évoquait, en comparant ce qui se passe entre Trump et Poutine, au fameux pacte germano-soviétique de 1939 qui avait procédé au dépeçage de la Pologne. Donc, je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul, et je le disais, réinjecter un peu de politique au sens de la responsabilité dans ces jeux de positionnement tactique qui sont uniquement destinés à faire valoir les entreprises politiques de l'un ou de l'autre dans la perspective de 2027. Vous êtes d'accord sur, par exemple, sur Jean-Luc Mélenchon, qui s'est toujours quand même trompé, selon David, sur sur les grands conflits internationaux? Je partage pas totalement l'avis. Je dirais pas qu'il s'est trompé sur tout. Je pense qu'il a eu raison avant d'autres sur un certain nombre de sujets. Mais je pense pas que le sujet Mélenchon soit le sujet principal, en tout cas, de la discorde aujourd'hui à gauche. Il y a une grande partie de la gauche, y compris de la gauche, ce qu'on pourrait appeler social-démocrate, qui partage un peu il y a une convergence de vues sur la question internationale. Et puis il y a une autre partie. Enfin, en tout cas, pourquoi les communistes et LFI ne veulent pas soutenir l'Ukraine financièrement? Parce que c'est faux. C'est du pognon qui ne viendra pas dans la poche des Français. Mais c'est faux.
Vous avez vu où que si, il y a un papier dans Le Monde. L'Ukraine, je veux dire, vous prenez tous les votes des il y a un Insoumis, papier du très sérieux journal Le Monde hier qui l'explique. Relisez toutes les déclarations, regardez les votes des Insoumis au Parlement européen. Les aides à l'Ukraine ont toujours été votées. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une différence à gauche, sans doute, sur la conception de la paix. Et il y en a, et je pense à Raphaël Glucksmann qui arrive sur le devant de la scène avec un discours très fort qui consiste à dire on ne peut pas baisser les bras, on ne peut pas juste considérer que la paix, c'est on retire les armes. Non, il faut montrer à Vladimir Poutine, au contraire, qu'on est fort et qu'on saurait répliquer. Ça, c'est la place publique, c'est le PS aussi. Et il y a d'autres... Là, je vous parle de la France insoumise et des communistes. Moi, je vous dis que c'est faux de dire que la France insoumise et les communistes n'ont pas voulu aider l'Ukraine. Enfin, je veux dire, regardez les votes, Roselyne, vous pouvez regarder Le Monde, mais je sais pas... Le Monde ne fait pas des fake news. Non, mais convenez du fait, Pierre, que... Roselyne, dire que la France insoumise et les communistes ne soutiennent pas c'est le sous-titre, d'accord, mais il ne peut pas dire factuellement ils n'ont pas voulu aider l'Ukraine. C'est complètement faux aujourd'hui. L'Ukraine a été aidée, et elle a été aidée parce qu'il y a eu un vote, il y a eu des votes au Parlement européen. Non, mais convenez du fait, Pierre, que par anti-otanisme, par anti-américanisme, par anti-atlantisme, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ont adopté des positions pour le moins ambiguës par rapport à la Russie de Vladimir Poutine. Vous voyez bien aujourd'hui, par exemple, la question de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, elle n'est pas si simple que ça. On aura envie de dire oui, on veut que l'Ukraine soit protégée par l'OTAN, mais si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça veut dire que l'Ukraine fait partie d'un pays qui doit être défendu par les autres membres de l'OTAN. Je crois qu'aujourd'hui, cette option est abandonnée, ce scénario est abandonné. Oui, mais je sais même pas si on doit espérer que ce soit abandonné. C'est abandonné, oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple que ça que de dire... Mais ce qui est quand même très curieux dans toute cette affaire, c'est quand même qu'on a un président de la République, américain, qui est quand même passé à l'Est et qui devient le protecteur de l'agresseur, Poutine. C'est quand même ça qui est on parlait de révolution. Oui. Vous avez raison de s'interroger. Moi, ce qui m'interroge, en tout cas, et j'ai pas la réponse, mais c'est celle que je voudrais bien avoir, c'est d'entendre Donald Trump nous expliquer qu'il est à ça de tenir la paix, parce que ça tiendrait à l'accord commercial qu'il voudrait imposer aux Ukrainiens. Vous comprenez, vous, ce que ça veut dire derrière ça? C'est du marchandage. Ce qui est ahurissant, juste dans une logique marchande. Vous savez, ce qui est ahurissant, c'est quand même que Donald Trump, il résonne en dealmaker, en businessman, en homme d'affaires pur et simple. Il s'en fiche absolument du sort des Ukrainiens, du respect des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit. Lui, il s'intéresse aux terres rares et il est prêt à tout pour ça. Et quelque part, les Américains qui, dans l'histoire, ont toujours oscillé, parce qu'on a l'impression que les Américains sont toujours très interventionnistes. C'est vrai que c'est le cas depuis 1945 dans leur stratégie d'endiguement du communisme. Et ils sont intervenus notamment via des opérations armées et de la CIA dans le monde entier. Mais en réalité, les Américains, traditionnellement, ils oscillent entre l'isolationnisme, le retrait et l'interventionnisme. Et même Barack Obama, même Joe Biden, c'était le retrait de Kaboul. Barack Obama, c'était la volonté de ne pas intervenir en Syrie. Et aujourd'hui, on le voit, Donald Trump, il oscille lui aussi entre vous parliez du discours devant le Congrès où il n'a quasiment pas fait état de questions internationales. Donc, mais en même temps, je le disais, il met le feu partout et il envisage d'envahir à peu près tout ce qui pourrait toutes les terres qui pourraient lui rapporter quelque chose. Donc c'est très, très compliqué de parvenir à un accord rationnel, à un dialogue rationnel, à une diplomatie rationnelle avec un tel personnage, une telle administration. Et très clairement, s'il envisage de mettre la main par cet accord sur les terres rares avec le président ukrainien, ça ne présage en rien, même s'il y a un cessez-le-feu et un armistice ponctuel, d'une paix future, puisque par définition, le régime de Poutine est impérialiste, il veut en revenir à l'Empire russe, à l'Empire soviétique, et donc on aura ce qui s'est passé après les accords de Minsk, c'est-à-dire que quelques années plus tard, il envahira une partie de l'Ukraine, il envahira les pays baltes, il envahira la Moldavie, c'est la raison pour laquelle l'Europe est aujourd'hui sous pression et n'a plus le choix et ne doit plus tergiverser. Merci beaucoup à tous les deux et on se retrouve bientôt sur France 24. Merci à tous. En tant que père, j'ai dû faire ce choix à cause de ma mauvaise situation financière. Je vois ce mariage comme une solution. J'ai 15 ans et aujourd'hui, je vais me marier. 51%. C'est le triste pourcentage de jeunes filles mariées avant leurs 18 ans au Bangladesh, reflet de la pauvreté d'un pays en crise, en proie aux catastrophes naturelles. Il y a eu une énorme inondation. L'eau a détruit tous mes plants de riz. Si j'avais une fille dans ces conditions, je ne pourrais pas l'élever correctement. Je devrais sûrement aussi la marier jeune. Entravée par le diktat social. Il répandait des rumeurs en disant que si je ne me mariais pas, il m'arriverait quelque chose de terrible. J'avais l'impression qu'on me torturait mentalement.
Les femmes bangladaises aspirent à une nouvelle trajectoire et certaines cassent les codes. Je ne veux pas gâcher ma vie en me mariant. J'ai envie de continuer à m'épanouir comme ça. Reporter, enfants à marier, le fléau du Bangladesh, à retrouver sur France 24. Bienvenue à Buenos Aires. Je suis Mathilde Guillaume, correspondante pour France 24. Ensemble, nous explorerons l'actualité économique, politique et sociale de l'Argentine et de l'Uruguay. À très bientôt sur France 24. Mathilde Guillaume, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde.